Merci, bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, déjà, à titre professionnel, puisque c'est une des missions de la chaire que je dirige maintenant depuis le mois de septembre, qui a changé de nom entre-temps, qui maintenant s'appelle Chaire Bioéconomie et Développement Soutenable. Ça fait partie de nos missions de diffuser nos travaux de recherche. Et en tant que chaire, en fait, notre démarche, c'est de partir des questions des acteurs, de les reformuler à partir d'une démarche de sciences sociales, puisqu'on a des chercheurs, moi je suis économiste, mais on a aussi des collègues qui sont plutôt en management, et ensuite de produire des réponses qu'on va diffuser à la société, alors soit dans des conférences comme celles que vous organisez, auprès des acteurs économiques, des acteurs politiques, etc. Alors, à deuxième titre aussi, puisque je viens régulièrement en vacances ayant des attaches familiales à Perros-Guirec. Donc, bon, là, c'est à distance, mais ça n'empêche de tenir cette conférence. Alors, juste un petit mot sur Neoma. Effectivement, on est une école de commerce dans le top 8 en fonction des classements des écoles de commerce. Et la chaire est une originalité puisqu'on est déjà une des seules chaires exclusivement de sciences sociales à travailler sur les questions de bioéconomie. Comme le nom ne l'indique pas, en fait, il y a très peu de chercheurs en sciences sociales et encore moins d'économistes qui travaillent sur la bioéconomie. Et par ailleurs, c'est une originalité mondiale qu'une école de commerce ait une telle chaire. Et en fait, ça, c'est lié à notre contexte local rémois, puisqu'on a une des plus grandes bioraffineries d'Europe assez proche de Reims. Et tout ça, cette histoire agricole, voilà. Donc, je vais commencer ma conférence et puis encore merci pour votre invitation. Alors, on va commencer par simplement une petite idée de la bioéconomie. Alors là, on n'est pas très très loin de Perros-Guirec. Ici, on est en 2013. Donc là, on voit Roland Jourdain relativement content d'inaugurer le Goualaz, donc le premier catamaran au monde fabriqué en fibre de lin. Et donc là, on est au cœur de la bioéconomie qu'on va définir en première analyse comme la transition vers l'utilisation de ressources renouvelables, donc de biomasse, en substitution du pétrole. Et on voit qu'il y a des projets comme ça qui se développent, là encore, et je vais vous montrer en fait un peu d'où vient cette question de la bioéconomie et comment en fait ça s'intègre ou non dans la question de la transition écologique. Donc mon plan sera le suivant. Je vais d'abord vous expliquer comment on peut réfléchir la question de l'économie de la transition écologique. Et ensuite, on se posera la question de savoir si les valorisations non alimentaires du végétal, est-ce que c'est une idée neuve ou pas? Et on verra qu'il n'y a pas une bioéconomie, mais qu'en fait, il y a trois grandes formes de bioéconomie et que chacune a sa propre cohérence interne. Alors, petite précision sémantique, c'est pas parce qu'un produit est d'origine est fait à partir de biomasse que ce produit sera nécessairement plus vert, que ce produit sera forcément biodégradable ou quoi que ce soit. Simplement, c'est qu'il sera produit à partir d'une matière première renouvelable. Alors, l'économie politique de la transition écologique. Donc, la transition écologique a déjà commencé puisque le changement climatique est déjà là. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on vit dans un régime où on est déjà à peu près à plus 1 degré. Et donc, on voit là, par exemple, en Californie, les gens ont très peur que les incendies reprennent. On a vu les grands incendies en Australie. On voit les épisodes de sécheresse qui commencent de plus en plus tôt et avec des périodes, avec des phénomènes extrêmes. En fait, c'est le renouvellement et la fréquence et la hauteur des événements extrêmes qui indiquent que le changement climatique est déjà commencé. Alors, on a trois grandes réactions face à ça, dans le monde économique. On a soit la négation du changement climatique, ou alors le fait de ne rien vouloir changer, ce qui en fait revient au même. Il y a une stratégie d'adaptation au changement climatique, ce que j'appelle la stratégie de l'assurance, c'est-à-dire qu'on voit par exemple des agriculteurs qui commencent à prendre des assurances sur la sécheresse, sur des inondations, etc., qui sont liées au changement climatique et à ces événements qui peuvent être associés au changement climatique. Et enfin, on a des mécanismes de résistance qui considèrent qu'en réalité, il faut transformer les systèmes productifs, donc le capitalisme, pour réussir à répondre aux enjeux du changement climatique. Alors, dans la transition écologique, on a deux grandes dynamiques de changement. On a soit des transformations sectorielles, c'est-à-dire qu'on a des secteurs qui vont être interrogés et qui vont se poser la question de leur transformation. Par exemple, l'agriculture. Évidemment, en Bretagne, vous avez une certaine expérience de ce que peut faire l'agriculture, à la fois sur la question du changement climatique, sur la question de la biodiversité, de la pollution, etc. Et en même temps, il y a aussi des demandes qui sont adressées, des demandes sociales qui sont adressées au secteur. Donc, par exemple, il y a une demande croissante en direction de l'agriculture d'avoir une nourriture de qualité, dans ce qui nous intéresse ici, de produire de la biomasse à vocation non alimentaire.
Et on a aussi, ce qui nous intéresse également ici, la question principalement ici, l'émergence de nouveaux espaces, d'accord. On ne sait même pas encore si c'est des secteurs industriels, des filières ou quoi que ce soit, mais qui ne correspondent pas à des secteurs existants. Donc il y a l'économie collaborative, l'économie circulaire et là, la bioéconomie. Donc vous allez voir comment tout cela se développe. Et ça va regrouper des acteurs qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Donc, par exemple, vous avez la profession agricole, les grandes coopératives agricoles qui vont se retrouver à négocier ou à développer des projets communs avec des acteurs de la chimie ou des biotechnologies. Alors, pour comprendre comment tout cela se passe, il faut théoriser un petit peu et notamment théoriser la question de la relation de l'économie avec son environnement. Alors, on a les systèmes économiques, juste ici, qui sont des systèmes sociaux. Donc, on a des systèmes économiques qui sont ancrés dans des systèmes sociaux et qui vont remplir un certain nombre de fonctions. Donc, par exemple, le secteur agricole, lui, évidemment, sert à produire de l'alimentaire. Donc, la question qui est posée là, c'est de dire si on va vers une bioéconomie, la fonction du secteur alimentaire, ce sera aussi de fournir des matières premières renouvelables pour des productions non alimentaires. Et donc, ces systèmes économiques et ces systèmes sociaux sont ancrés dans la biosphère, dans l'écosystème. Alors ça, c'est le type de représentation, vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler du jour du dépassement, le jour où on a exploité plus que ce que la Terre peut produire en un an. En fait, c'est ce genre de réflexion en termes de jour du dépassement, ça vient de la question qui est posée, en fait, c'est la question de l'articulation et de l'équilibre entre les flux qui viennent des systèmes sociaux et de la biosphère. Donc là, sur un schéma un petit peu plus compliqué, on retrouve en fait cette déclinaison. Où là, on a la technosphère en fait qui décrit les systèmes sociaux. Donc c'est Mario Giampetro, un de mes co-auteurs, qui a publié ça en 2019. Et là, quelle histoire nous raconte ce schéma? Ce schéma nous raconte l'histoire que la technosphère, donc on va appeler ça les systèmes économiques, puisent dans la nature, d'accord. Et ils vont puiser donc il va y avoir des flux de matière, des flux d'énergie, d'eau et d'alimentation, que tout cela va rentrer dans la technosphère et va être transformé, d'accord, en technologie, en travail, etc. Et qu'il va y avoir un mouvement, un flux de matière de la technosphère vers la biosphère sous la forme de déchets et de polluants, d'accord. Et la source d'énergie primaire, ici, c'est le Soleil. Et donc, on va avoir cette représentation en termes de flux, et donc c'est de cette façon en fait qu'on peut réfléchir en économie sur la question, sur l'articulation en tout cas, entre de l'insertion des systèmes sociaux dans la nature. Alors, ça veut dire qu'on a des systèmes économiques qui sont sous contrainte physique, d'accord. Il y a une limite, d'accord. Il y a des choses qu'on ne peut pas limiter. Il y a des contraintes physiques, d'accord, de disponibilité de matière, etc., avec lesquelles il faut composer. Et donc, les activités économiques sont à la fois des activités de flux, puisque vous avez des matières qui entrent et qui sortent des organisations, donc on va dire des entreprises, et vous avez des activités de stock, d'accord. C'est-à-dire que ces entreprises, elles produisent des biens et des services qui sont donc produits, échangés et consommés. Et donc, les flux de matière vont articuler production, échange et consommation. Et donc, quand vous êtes un petit maraîcher qui fait des légumes anciens de très grande qualité, etc., il ne va pas aller les vendre à la supérette du coin, ça va être vendu en circuit court à des restaurateurs, etc. Au contraire, si vous faites des carottes en grande culture, bon, bah, vous allez faire un produit standardisé qui va être vendu très généralement à une coopérative et ensuite, ça finira dans les rayons d'un supermarché. Et donc, vous voyez bien qu'il y a une articulation, quand même, il y a une cohérence entre production, échange et consommation. Et tout ça, ça s'organise sous la forme de chaînes de valeur qui sont aujourd'hui la forme dominante de l'organisation industrielle, avec des chaînes de valeur ultra fractionnées. L'année dernière, on l'a bien vu pendant le Covid, un des risques, un des problèmes, en fait, c'est que si un maillon de la chaîne de valeur s'arrête, ça peut perturber l'ensemble de la chaîne de valeur, ce qui n'est pas sans poser problème. Alors, une chaîne de valeur, c'est toutes les étapes de la vie d'un produit, de la production jusqu'à la consommation finale. Et avec la question qui est posée ici, c'est l'évaluation et l'articulation environnementale de tout ça. Et on a ces chaînes de valeur qui sont à la fois mondialisées, mais qui sont aussi localisées. C'est-à-dire qu'on sait très exactement où se trouvent les centres de production. Par exemple, en Bretagne, vous avez eu les clusters Marta, etc. Nous, on a des clusters de bioéconomie, etc. Et donc, tout ça, ça prend place dans des écosystèmes d'innovation. Un écosystème d'innovation, c'est un système qui regroupe à l'échelle d'un territoire une variété d'acteurs. Donc, ça va être des acteurs publics, notamment de la R&D, et des acteurs privés, des entreprises, etc. etc. Et en fait, l'existence de ce système est liée à la présence des autres acteurs. Et donc, on a des relations complexes, des relations compliquées aussi, qui vont se nouer entre ces acteurs. Alors, qu'est-ce que c'est que la bioéconomie? Je vous l'ai dit, c'est la transition vers l'utilisation de biomasse en substitution des ressources fossiles.
Et on a, alors la biomasse, de quoi on parle? On a évidemment la biomasse agricole. Donc la France est un grand pays de bioéconomie agricole. Les pays nordiques, eux, sont des grands pays de bioéconomie forestière. On a un peu de bioéconomie forestière dans le sud-ouest, dans le massif landais, mais en France, c'est essentiellement de la bioéconomie agricole. Il y a la bioéconomie marine qui va chercher à utiliser des algues, etc. Donc, c'est plutôt ce type de projet qu'on va retrouver en Bretagne, à Brest, etc. Et les déchets organiques. Et donc, en quelque sorte, si certains d'entre vous font leur compost, vous faites aussi de la bioéconomie, puisque, en fait, vous reproduisez de la matière à partir de matière. C'est à destination de l'alimentaire, évidemment, et des applications non alimentaires. Donc, quand je dis alimentaire, c'est alimentation humaine et animale. Et les applications non alimentaires, c'est pour l'énergie, donc principalement les biocarburants, les matériaux. Donc là, on peut repenser évidemment à la fibre de lin qui vient remplacer la fibre de verre sur le Goalaz et sur le catamaran de 18 mètres. Et la chimie, donc ça peut être aussi des plastiques biodégradables, etc., etc. Alors pourquoi s'intéresser à la bioéconomie? Puisqu'on entend beaucoup parler d'économie circulaire, d'agriculture bio, etc. Et finalement assez peu de bioéconomie, alors qu'en fait c'est une politique, il y a, je pense, les 2 tiers des pays de la planète qui ont des politiques de bioéconomie, et ça a commencé vraiment à s'appeler bioéconomie il y a plus de 15 ans. Alors, c'est un des champs les plus importants pour la transition écologique. On parle d'un marché d'activité, d'un chiffre d'affaires d'environ 2 trillions d'euros par an, avec 18 millions de salariés en Europe, avec évidemment une forte place de l'agriculture et des investissements privés importants. Puisqu'évidemment, si certains d'entre vous ont travaillé, notamment travaillent encore dans l'industrie pétrochimique, on parle d'investissements par tranche de 50 à 100 millions d'euros. Et donc, sur un certain nombre de projets de bioéconomie, on en est là. C'est une des politiques de transition les plus importantes aussi, évidemment avec l'économie circulaire, la transition énergétique et la transition de l'agriculture, puisque, donc, comme je vous le disais, il y a des programmes de recherche européens de plusieurs milliards d'euros. Là, il y a eu un partenariat public-privé européen sur 5 ans à 3 milliards d'euros, financé à 1 tiers par l'Europe, à 2 tiers par les industriels. Et il y a des programmes de recherche dans une majorité de pays, comme c'est le cas en France, par exemple. Et évidemment, on parle de l'industrie des industries. Pourquoi? Puisque, et là c'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec les notions de bioraffinerie, puisque là il s'agit de transformer à la fois les sources d'énergie, de matériaux et de chimie. Et évidemment, on va assez peu, dans un magasin de bricolage, acheter des petites billes en plastique qui vont servir à faire du plastique, sauf si évidemment vous avez des imprimantes 3D. Donc ça veut dire qu'on va avoir des industries qui sont très en amont de la chaîne de valeur et qui ensuite vont irriguer l'ensemble des secteurs qui seront plus directement en lien avec le consommateur final. Sauf que ça va en fait rentrer complètement dans les chaînes de valeur, et donc on parle bien de remplacer l'amont et l'aval des chaînes de valeur. Donc c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à la bioéconomie. Alors, les valorisations non alimentaires du végétal, est-ce que c'est une idée neuve? Alors, comme la question l'indique, absolument pas. On a eu un mouvement, alors même pour être tout à fait clair, mon point de vue en fait sur la question de la bioéconomie et ce retour, c'est qu'on a eu une grande parenthèse historique à la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui a développé la spécialisation alimentaire de l'agriculture. Or, l'agriculture, en fait, historiquement, a toujours produit de la biomasse à destination non alimentaire, et en fait, on peut très bien réfléchir cette histoire de construction de bateaux en termes de construction de matériaux à base de fibres. Et donc les anciens voiliers en bois, très beaux voiliers qu'il y a encore en Bretagne, sont eux aussi en fait des voiliers en fibres naturelles, simplement ils sont en bois et pas en lin. L'avantage du lin, c'est que c'est beaucoup plus léger, c'est très résistant. Alors aux États-Unis, on a un mouvement qui s'appelle la chémurgie au tournant des années 30, qui regroupe en fait des industriels, des chercheurs et des lobbyistes. Donc là, vous voyez Carver. Donc Carver, c'est un genre de chimiste fou, descendant d'esclaves, etc., qui a été soutenu financièrement par Henry Ford, qu'on voit ici. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que fait Henry Ford. Et l'idée, en fait, c'était un mouvement qui cherchait à développer la prospérité américaine sur la base de l'agriculture. Alors pourquoi ce mouvement? Parce qu'on a des excédents de production agricole qui existent en raison de la monoculture issue de l'esclavage. Donc par exemple sur le coton, le sucre, etc. Et on avait des courants isolationnistes aux États-Unis qui, eux, étaient des courants agrariens qui pensaient que la richesse vient de la terre. Et donc là, on voit Henry Ford qui est en train de mettre un coup de démonte pneu, c'est une photo très célèbre, à l'arrière d'une Ford dont l'arrière a été fabriqué en chanvre. Et alors, pour vous donner un petit exemple, donc moi je suis à Reims, pas très loin, on a donc Troyes, hein, l'Aube, qui est le leader européen, la région leader en Europe,
qui produit à peu près 30% du chanvre européen et 75% du papier à cigarette mondial à base de chanvre. Et un des projets, c'est de faire des avandes TGV en chanvre. Vous voyez, il y a quand même cette permanence. Et si on avance un petit peu, voilà quelles sont les promesses de la Kémurgie. Donc, un sol agricole plus riche. On a encore aujourd'hui cette promesse de l'agriculture de réussir à reconstituer la richesse des sols, une alimentation animale à bas coût, la prospérité agricole, des récoltes plus importantes, etc. Et donc là, on a un peu ça. Donc là, c'est une illustration qui date de l'époque, des années 30, sur la prospérité grâce à l'agriculture. Alors, c'est un mouvement qui s'est étalé entre 1920 et 1970. Donc là, je vous ai mis un certain nombre de produits qui a été réfléchi à l'époque. Donc, il y a l'utilisation du lait de soja pour les peintures et les lubrifiants, l'utilisation des fibres naturelles, comme le bateau de Roland Jourdain, l'éthanol pour les biocarburants. Ensuite, 1935-1939, on a eu l'utilisation des déchets de scierie pour produire des plastiques. Avant, j'ai publié une étude, un papier sur cette question-là. On utilisait les déchets de scierie pour faire des mousses isolantes biosourcées et aussi des mousses aussi pour les fauteuils, etc., non cancérigènes, en utilisant des matières premières présentes dans les déchets de scierie. On peut utiliser le sucre de betterave pour produire des matériaux. Et ensuite, entre 1939 et 1945, on a eu beaucoup d'utilisation de blé pour faire des adhésifs, de fermentation pour les antibiotiques, et ensuite beaucoup sur les huiles végétales. À titre d'exemple, l'ONF utilise beaucoup d'huiles végétales pour ses tronçonneuses. Donc vous voyez, en fait, il y a déjà beaucoup de réflexion et de mise en production, dans un certain nombre de cas, de produits et de valorisation non alimentaire du végétal, où on est sur des applications industrielles et sur une chimie industrielle du végétal. Alors, ce schéma, donc là, je montre juste comme ça, c'est un schéma qui date de 1981, où on va retrouver, en fait, il y a eu toute une réflexion à l'époque, ça s'appelait les bio-industries, c'est lié aux biotechnologies, que je vais présenter juste après, sur comment est-ce que l'industrie de la chimie pourrait se renouveler. Et vous voyez que là, on va retrouver, en fait, des éléments que je vais vous présenter juste après, sur la question de la fermentation des sucres, c'est-à-dire faire des biotechnologies, avec différents types de fermentation, notamment fermentation aérobie et anaérobie, qui sont des techniques discutées pour les techniques de méthanisation qui se développent également en Bretagne. Avec, dans l'idée, comme vous pouvez le voir, là, on part en fait des sucres pour aller vers l'éthanol, donc en fait faire des biocarburants, et vous roulez déjà au biocarburant. Il y a, en fonction, ça dépend des périodes, etc., mais vous pouvez avoir entre 7 et 10% de biocarburant dans le carburant que vous achetez tous les jours, enfin ou régulièrement, à la pompe. Donc là, on va retrouver la question des fibres, des résines, de la chimie fine et des caoutchoucs. Donc on a en fait très régulièrement, tout au long du XXe siècle, et on aurait pu même en discuter avant, cette question en fait de l'utilisation et de l'industrialisation de cette chimie du végétal. Alors ça nous amène à considérer qu'il y a non pas une, mais 3 bioéconomies que je vais vous présenter successivement. La première bioéconomie, c'est ce qu'on va appeler la bioéconomie des biotechnologies. Alors, les biotech, c'est 2 choses. J'imagine qu'un grand nombre d'entre vous ont été vaccinés. Si vous avez été vacciné par les vaccins Pfizer ou Moderna, en fait, donc c'était les ARN messagers, donc vous avez été vacciné grâce à 2 grandes découvertes. Donc, une grande découverte historique qui est la fermentation et la biologie synthétique, qui est liée à la découverte de la structure de l'ADN en 1953 et de la synthèse des protéines en 1963. Et ça a ouvert la voie, couplée à la vieille biotechnologie, c'est-à-dire les techniques de fermentation, à développer cette industrie des biotech. Alors, pour les fermentations, si vous n'êtes pas familier, il s'agit de donner des sucres à consommer à des micro-organismes, et en fait, ces micro-organismes, en digérant les sucres, vont produire soit des liquides, des matériaux, etc. Donc, dans la région et dans mon petit village autour de Reims, qui est un village vigneron, on connaît très bien la fermentation pour faire du champagne, par exemple, puisqu'on fait 2 fermentations. Et donc, c'est les mêmes techniques pour faire du fromage, etc., etc. Alors, dans les biotechnologies, on a l'idée du rôle clé des startups. C'est-à-dire que pour qu'une industrie se développe, ce n'est pas juste des connaissances, etc. Il faut aussi des structures, des organisations. Et donc là, on a le rôle des startups. Donc évidemment, vous avez dû entendre parler de Moderna, etc., ou de Pfizer BioNTech. Et en fait, donc là, sur le cas de la santé, qui n'est pas dans la biotechnologie, dans la bioéconomie, mais qui fait quand même partie des biotech. Dans le cas de la santé, le cas de Pfizer BioNTech est en fait très intéressant. C'est-à-dire qu'on va retrouver la structure de l'industrie des biotech, où on a une grande entreprise très installée pharmaceutique comme Pfizer, et qui va passer des accords avec des startups. Et c'est les startups qui prennent en charge le risque du développement technologique. Et pour ce faire, il y a besoin de transformer la connaissance en marchandise.
Alors, il y a eu un cas juridique aux États-Unis très célèbre, c'est Diamond versus Chakrabarty en 1980. La question qui était posée, c'était peut-on détenir des droits de propriété sur le vivant? La réponse qui a été donnée, c'est oui. Alors, vous avez le droit de breveter le vivant, vous pouvez inventer des micro-organismes et les breveter. Simplement, vous n'avez pas le droit de breveter le génome humain. Ça, c'est la seule, c'est le brevet qui est interdit. Alors, si vous n'êtes pas familier avec la notion de brevet, un brevet, c'est un titre de propriété sur la connaissance qui dure 20 ans, à condition que vous payiez en quelque sorte le droit d'exclure ce droit de propriété tous les ans. Pour vous donner une autre image, en fait, la façon de concevoir les brevets, ça remonte, la façon de concevoir le titre de propriété intellectuelle, ça remonte à la conquête de l'Ouest, en fait. Et la conquête de l'Ouest aux États-Unis, a été réussie grâce à une invention, c'est les barbelés. Et donc, les colons arrivaient, ou les explorateurs, peu importe, installaient des barbelés et décrétaient qu'ici, c'était chez eux. Donc, les brevets, en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous dites, bah, ce bout de connaissance, il est à moi, il m'appartient. Et si quelqu'un veut l'utiliser, il n'a pas le droit. Il faut que je lui en donne l'accord, soit gratuitement, soit que je loue, soit que je vende mon titre de propriété. Il y a eu une financiarisation des stratégies des entreprises à partir de 84, donc aux États-Unis, et puis ensuite en Angleterre, et puis ensuite en France. Donc c'est pour ça que vous retrouvez sur les marchés financiers des entreprises qui ne sont pas encore rentables, et on les autorise à rentrer sur les marchés financiers pour réussir à lever des fonds. Et enfin, on a développé des markets for technology, plutôt années 90, tournant des années 2000, où on va vraiment échanger, comme sur le marché, on va s'acheter et se vendre des brevets. Alors, comment est-ce que tout ça prend forme? Ça va prendre forme de la façon suivante, et comment les acteurs se leur présentent. Donc les acteurs, en fait, vont considérer qu'il y a des cycles Kondratiev, c'est-à-dire des cycles de croissance et de crise. Et à chaque fois, donc l'idée des cycles Kondratiev, c'est qu'au départ, on a une technologie qui va générer un nouveau cycle de croissance et qu'à un moment, ce cycle de croissance va s'épuiser. Alors, comment ce cycle de croissance va être généré dans cette vision? Ça va être généré grâce au titre de propriété intellectuelle. Et comme vous avez un monopole, puisque personne ne peut utiliser cette connaissance, comme vous avez un monopole, vous pouvez la vendre plus cher. Donc, vous allez vendre par exemple, votre vaccin, vous allez le vendre plus cher que ce qu'il coûte réellement, jusqu'à ce que d'autres acteurs qui s'aperçoivent qu'il y a ce qu'on appelle une rente de monopole vont venir petit à petit copier votre produit et le développer. Donc, on a vu ça, par exemple, sur les capsules Nespresso. Au départ, Nespresso avait un monopole, et au fur et à mesure, d'autres acteurs du café ont commencé à copier le système de Nespresso. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a en quelque sorte ce cycle de croissance, cette rente de monopole de Nespresso qui s'est érodée. Donc là, on a eu un premier cycle qui a été généré par le développement de l'industrie textile et du charbon, ensuite autour de l'industrie du métal et le fer, l'automobile et l'électricité, ensuite le pétrole, la chimie et l'aérospatiale. Et la grande promesse des biotechnologies qui est formulée, c'est que l'industrialisation des biotechnologies, de la biologie, va permettre de générer un nouveau cycle de croissance. Donc vous voyez bien ici qu'en fait, la problématique dans la façon de construire cette bioéconomie des biotechnologies, c'est utiliser le vivant, d'accord, pour produire de l'activité économique qui devrait générer de la croissance. Donc c'est décrit notamment par l'OCDE, ce rapport-là, il y a un rapport clé, de Bioeconomy to 2013, donc c'est décrit comme une révolution technologique, d'accord, qui va générer un nouveau cycle de croissance. Et là, il y a quelque chose qui est très important à bien comprendre sur les biotech, c'est que c'est une technologie à vocation générale. Qu'est-ce que c'est une technologie à vocation générale? Le modèle, c'est l'informatique. C'est-à-dire qu'au début, on a inventé des petits ordinateurs pour inventer des ordinateurs, entre guillemets. Et maintenant, en fait, on retrouve des ordinateurs partout, d'accord, je sais pas, dans la chirurgie, on n'imagine pas un travail sans ordinateur, d'accord, et ça s'est diffusé partout. Et en fait, la grande promesse des biotechnologies, c'est ça. Et c'est illustré en fait par ces codes couleurs qui ont été donnés aux biotechnologies. Donc en fait, ce qui représente 80 à 90% du chiffre d'affaires du secteur des biotech, c'est les biotechnologies rouges, c'est-à-dire la médecine. Mais il y a l'idée de diffuser les biotech dans l'alimentaire, les food biotechnology, dans l'agriculture. Donc là, en fait, les biotechnologies vertes, c'est une façon polie, euphémisée de parler d'OGM. La biotechnologie bleue autour de la mer. Et ce qui nous intéresse ici dans la bioéconomie, en fait, c'est les biotechnologies blanches, et là, comme vous pouvez le voir, c'est les gen-based industries, c'est-à-dire une industrie fondée sur la manipulation génétique. Et c'est dans cette perception-là
que se construit cette bioéconomie des biotechnologies. Donc ça a été des travaux qu'on a menés avec des collègues. Et donc on a mené des interviews auprès de chercheurs, de dirigeants d'entreprises, etc. Et l'idée ici, c'est vraiment que la cellule, est une usine et qu'il faut corriger les erreurs, corriger les erreurs de la nature pour rendre ces petites usines beaucoup plus productives. Et donc là, il y a l'idée, j'ai laissé en anglais, toutes mes excuses. Et donc l'idée, c'est qu'il y a cette stratégie de marchandisation de la connaissance qui va permettre en fait de faciliter les transactions entre acteurs. Et où on va retrouver cette dualité entre des startups et des firmes installées. Donc la startup qui va se monter sur quelques brevets. Et pour tout vous dire, au courant des années 90, les firmes, notamment de la pharmacie, avaient des budgets marketing beaucoup plus élevés que leur budget de recherche. Pourquoi? Puisqu'en fait, la recherche, c'est une activité hautement risquée. Et donc, le risque était transféré sur ces startups et simplement, la capacité des firmes des biotechnologies, de pharmacie, c'était surveiller et prendre des parts dans des entreprises de biotech, ce qui coûterait toujours moins cher que de développer la recherche. Alors, ça, c'est notre première bioéconomie. Donc, vous avez compris, c'est une bioéconomie fondée sur la technique et qui met au cœur de son modèle la question de l'utilisation de biotechnologie, où en fait, la biomasse, donc les plantes, vont être réduites à des sources de sucre et vont être évaluées en fonction de leur capacité à fournir du sucre. On a une deuxième vision. Donc là, c'est la bioéconomie de la bioraffinerie qui est la plus importante aujourd'hui. Alors, je vais vous expliquer un peu ce schéma et on va revenir en détail. L'idée, en fait, qu'on a là, c'est qu'on a une grande transition vers l'utilisation de ressources renouvelables en substitution des ressources fossiles. Alors, on a un certain nombre de pressions, d'accord, qui viennent ici du paysage, qui sont le développement des biotechnologies, puisque là, les biotech sont intégrées comme une source de technologie, le développement de la chimie verte et les surplus agricoles qui vont en fait conduire à générer et à faire se développer une bioraffinerie. Alors, qu'est-ce qui se passe? La première source en fait, du développement de cette bioéconomie de la bioraffinerie, qui est aujourd'hui la plus importante, partout dans le monde, c'est celle-ci qui est dominante, c'est tout d'abord l'existence d'excédents structurels de production agricole. Au départ, ce n'est pas du tout pour des questions environnementales. Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, on a l'industrialisation de l'agriculture aux États-Unis, c'était déjà bien entamé aux États-Unis, mais ça se poursuit, au Canada et ensuite en Europe, et avec une mécanisation et l'utilisation intensive d'intrants. Et la croissance de la production agricole a deux conséquences, c'est que ça génère une baisse des prix, d'accord? Donc là, on rentre dans un modèle de concurrence industrielle. Donc là, l'idée, c'est de baisser les prix le plus possible, avec toutes les conséquences qu'on connaît aujourd'hui, par exemple sur les élevages de porcs en Bretagne, ou dans notre cas, dans la Marne, avec les problèmes liés à l'abandon des quotas sucriers. Et on a une forte croissance de la production, et donc on se retrouve avec des excès structurels de production dans les années 80. Et donc là, les acteurs sont face à un problème, c'est-à-dire comment augmenter la valeur de ces produits agricoles. Donc, on a eu les quotas, on a eu des prix régulés et surtout, on a eu le retour de l'utilisation non alimentaire de la biomasse. Puisqu'en fait, l'agriculture n'a jamais oublié sa capacité à faire des valorisations non alimentaires du végétal. Par exemple, les taxis de la Marne ont roulé au biocarburant, une partie des chars allemands a roulé au biocarburant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on a toujours eu, en fait, quand même ces productions. Par exemple, c'est assez intéressant de lire... Quand on lit La longue route de Moitessier, il explique comment il est fasciné d'avoir quelques bouts en nylon sur son voilier, qu'ils sont beaucoup plus résistants, etc., que tous ces bouts en chanvre. Et en fait, cette diffusion du pétrole est finalement relativement récente. Et là, on retrouve bien ce que je vous disais tout à l'heure sur l'hypothèse, enfin mon interprétation, de dire qu'en fait, la spécialisation alimentaire de l'agriculture, c'est une parenthèse historique à l'échelle de l'histoire de l'agriculture qui a à peu près 12 000 ans. Ensuite, deuxième mouvement, c'est le mouvement de la chimie verte. Alors attention, chimie verte, ça ne veut pas du tout dire, au départ, chimie du végétal. Dans les années 70-80, on a la montée des préoccupations environnementales. On a le rapport Limits to the Growth de 1972, du rapport du Club de Rome, qui interroge en fait la capacité, la soutenabilité du développement des économies. Et il s'avère que les simulations faites à l'époque avec des modèles rudimentaires trouvent leur validation et leur confirmation aujourd'hui. On a le rapport Brundtland, le fameux rapport qui définit ce que serait un développement durable en 87, c'est-à-dire un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans mettre en danger les générations futures. Et la première COP, la COP de Rio en 92. Alors, on a tout ce contexte de montée des préoccupations environnementales.
Et on a la chimie qui fait la démonstration de sa capacité de nuisance. Donc on a évidemment la catastrophe de Seveso en 1976, de Bhopal en Inde en 1984. Plus récemment, on a eu AZF en 2000 et évidemment, il y a eu Lubrizol en 2020. Donc j'ai fait ce cours-là à mes études, à un certain nombre d'étudiants à Rouen, donc vous imaginez le silence dans la salle quand on arrive sur ce point, puisqu'ils ont vu les usines brûlées, etc. Et on a eu l'ouvrage très célèbre Silent Spring de Rachel Carson, donc Printemps silencieux en 72. L'idée, en fait, c'est que le printemps est devenu silencieux en raison des dégâts du DDT sur l'environnement. Donc on est dans ce contexte, en fait, à la fin des années 80, début des années 90, et il va y avoir un changement politique majeur aux États-Unis. C'est ce qui s'est appelé le Pollution Prevention Act, c'est-à-dire la loi de prévention de la pollution. On est passé d'une politique dite de command and control, c'est-à-dire à une politique dite end of pipe. Donc la politique de command and control, c'est de dire on interdit, par exemple, dans 3 ans, on interdit telle molécule, tel pesticide, etc. Et on vérifie, et après on va vérifier. Ou alors on donne des quotas maximum d'utilisation, etc. Et donc on est passé de cette politique-là à une politique dite de end of pipe. Et donc l'idée en fait de ces politiques-là, c'est de dire que c'est la politique du pot catalytique. C'est-à-dire que vous n'interdisez pas la production, d'accord, la pollution, mais vous la filtrez, d'accord, notamment avec un pot catalytique. Alors l'idée, ça a été de dire qu'il fallait dépasser le command and control et réussir à passer à une politique de prévention de la pollution. Pour faire ça, il y a eu des programmes de recherche qui ont été lancés, donc dans le cas de la chimie évidemment, pour développer une chimie moins toxique sur la base des connaissances et des compétences des acteurs économiques et scientifiques de l'industrie de la chimie. Donc l'idée en fait, c'était de se dire l'industrie de la chimie existe, a des connaissances et des compétences, et il faut qu'elle soit en mesure de diffuser et à partir de ça, de développer des produits et dans la conception même des produits, d'imaginer des procédés, des produits qui soient moins polluants. Alors, il y a eu tout un tas de débats, il y en a qui parlaient de chimie soutenable, de chimie pour l'environnement, etc. Mais ce qui s'est imposé, en fait, c'est la chimie verte avec ses 12 principes par les 2 chimistes très célèbres, Anastas et Werner, en 1998. Et il y a eu le prix du président américain à la chimie verte à partir de 1997. Alors, ces 12 principes, vous les avez là. Alors, je n'ai pas trouvé cette illustration en français, je l'ai que en anglais. Mais vous voyez, donc il y a 12 principes que les chimistes au travail doivent chercher à respecter. Donc, vous avez la prévention des déchets, l'utilisation de catalyseurs, c'est-à-dire pour avoir des réactions plus efficaces, l'utilisation de produits chimiques moins dangereux, avec des solvants plus sûrs, avec des procédés plus efficaces, etc. Et parmi ces 12 principes, il y en a un seul qui parle de chimie verte. Il y en a un seul qui parle de végétal. Alors, petite parenthèse ici, c'est impossible de respecter l'ensemble de ces principes en même temps, puisque en fonction de ce que vous faites, vous pouvez avoir des contradictions. Et donc, il s'avère que ce qui s'est imposé, en fait, c'était l'idée que faire de la chimie verte, c'est réussir à respecter 3 ou 4 principes. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que ces 3 ou 4 principes se sont cristallisé autour d'un seul, qui est l'utilisation du végétal. Donc, pourquoi l'utilisation du végétal? Puisque, comme je vous expliquais, on a l'idée, à la fois, on a ces préoccupations environnementales, l'idée qu'on a des matières premières abondantes que sont les excédents structurels de production agricole. Donc, vous avez une matière première abondante à pas cher. Et donc là, vous voyez bien qu'on a suivi une logique de chaîne de valeur. On a notre matière première, la transformation par la chimie, et il nous manque quand même un endroit où on va transformer la biomasse, et cet endroit, ça s'appelle la bioraffinerie. Alors, si le terme bioraffinerie vous fait penser à la raffinerie pétrolière, c'est normal, ça a été fait exprès. J'ai interviewé les gens qui ont inventé le concept de bioraffinerie, et ça a été inventé comme ça. L'idée, c'est l'endroit où on va raffiner le végétal. Alors, comment ça se passe globalement, la chaîne de valeur du pétrole? Vous avez l'étape d'extraction, d'accord? Ici, vous avez une plateforme offshore. Le pétrole est ensuite fractionné, okay? Il est fractionné en atomes de carbone, et il va être ensuite reformé en ce qu'on appelle des building blocks. Et donc, il y a 8 building blocks qui sont des espèces de blocs de Lego qui permettent de produire, à partir des combinaisons, etc., de produire l'ensemble de ce qui est fait à partir de pétrole autour de vous, là, chez vous. Tout ça. En fait, il y a 8 building blocks au départ. Et donc, ça va permettre de faire des matériaux et de la chimie. Alors, comment est-ce que tout ça, ça se développe dans la bioraffinerie? Eh bien, ça va être pensé de la même façon.
D'accord? Et donc là, ici, donc là, on retrouve, hein, c'est une autre illustration. Vous voyez bien, on part ici du pétrole, et puis on va retrouver tous nos 8 building blocks qu'on va chercher à produire. Voilà, ça va être exactement la même chose avec là, ce schéma de la bioraffinerie. Alors là, il est en anglais, mais il est assez clair, hein, où en fait, on va partir, vous voyez, on va retrouver les mêmes étapes. La biomasse, d'accord, qui va être isolée, extraite et pré-traitée, d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on retrouve l'étape de fractionnement pour réussir à atteindre les différents composés de la biomasse. Donc là, les carbohydrates, c'est-à-dire les sucres, notamment pour les biotechnologies, les protéines, la lignine. Donc la lignine, en fait, c'est ce qui fait que les plantes tiennent droit, c'est très résistant. Donc là, on peut imaginer des produits à base de fibres, etc., pour faire des molécules de spécialité, les graisses et les huiles. Tout ça, ça va être converti, d'accord, avec des procédés biotechnologiques et chimiques, jusqu'à produire des matériaux, ici, donc des fibres, des plastiques, etc., des produits chimiques, du fuel, enfin des biocarburants et l'énergie. Donc là, vous voyez bien qu'on a en fait la copie du modèle de la pétrochimie dans la bioraffinerie. Et on va avoir des logiques contradictoires qui vont s'opposer sur les produits. Pourquoi? Puisque vous avez d'un côté une logique dite drop-in. La logique drop-in, c'est que pour un même produit, vous allez, par exemple, pour une molécule d'origine pétrolière, vous allez produire la même molécule d'origine d'origine biosourcée. Pardon. Donc, par exemple, le PET de vos bouteilles en plastique, on va faire du PEF à partir de biomasse. C'est fantastique, puisque le PEF, en fait, si vous regardez au microscope, ce sera si vous testez, etc., ce sera exactement la même molécule, avec les mêmes propriétés de recyclabilité. Donc, vous aurez votre bouteille, et elle a une autre propriété, qui est qu'elle s'accumulera, elle aussi, tout aussi bien dans les océans, comme ces plastiques à usage unique. A contrario, vous pouvez faire des innovations dites fonctionnelles. Et là, on peut appeler ça la stratégie Roland- Jordan, c'est-à-dire que vous allez considérer qu'on a des fibres de verre qui sont polluantes à produire, polluantes à utiliser. On a des fibres de lin ou de chanvre, je pense que ça peut aussi marcher pour le chanvre, qui sont très faciles à faire pousser, qui ont des propriétés intéressantes pour les sols, qui peuvent être plus légères, qui peuvent être assez résistantes, etc. Et vous allez utiliser la richesse du végétal en considérant que le végétal est une matière première rare, beaucoup plus rare que le pétrole en tout cas, et que de fait, il faut les destiner à des productions plus socialement utiles, puisqu'on a ces différences de structure. Donc vous avez ces deux types d'innovations qui vont être en tension dans le développement de la bioraffinerie, puis on pourra en discuter après dans les questions. Alors, donc ça, c'est ce que je vous disais juste avant. Qu'est-ce qui est produit dans la bioraffinerie? Donc, ça peut être des produits ménagers. Si certains ou certaines d'entre vous ont utilisé des produits L'Oréal aujourd'hui ou dans la semaine, il y a de très fortes chances que ce produit contienne des résidus de betterave qui ont été produits à 15 km de Reims dans la bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle. Ça peut être de l'emballage, notamment pour le carton. Ça peut être des plastiques. Alors, ce qui se développe aussi en ce moment pas mal, donc là, c'est une étude qu'on est en train de mener au sein de la chaire, c'est le captage de CO2 pour faire pousser des micro-algues, et à partir de ces algues, alors vous pouvez soit faire de la dépollution dans des eaux usées, mais vous pouvez aussi, donc avec le CO2, vous pouvez faire pareil des plastiques, des huiles, des carburants, etc. Le problème, c'est que pour les carburants, ça ne marche pas très bien, c'est pas rentable, parce que vous avez des problèmes de structure, d'efficacité des procédés, etc. Mais vous pouvez faire tout ça. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est produit dans la bioraffinerie. Alors, c'est ce que je vous disais, on a l'idée d'une grande transition vers l'utilisation de ressources renouvelables dans la bioraffinerie. Et je pense que vous avez compris en fait que là, la différence, une grosse différence en fait avec la question des biotech, c'est que ce n'est pas du tout au départ une question technologique. La question technologique vient après, et la question technologique est orientée et travaillée sous la contrainte de l'utilisation de la biomasse et en fonction des types de biomasse que les acteurs vont avoir. Puisqu'évidemment, le pétrole, c'est un avantage, c'est que le pétrole, c'est relativement uniforme. Vous avez quelques types de pétrole différents dans le monde en fonction de la localisation, de l'âge des nappes de pétrole, des fosses, etc. Le végétal, c'est beaucoup plus compliqué. Le végétal, ça va dépendre des localisations. Vous allez d'une année sur l'autre, vous n'allez pas forcément avoir la même qualité en fonction des sols, etc. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Et en plus, à partir de matières premières différentes, vous pouvez atteindre le même produit. D'accord ? Et la question qui va se poser, c'est quel produit produire, avec quel procédé et avec quelle biomasse. Donc, les acteurs, en fait, vont être là-dedans et vont se poser toutes ces questions-là. Et on va retrouver ici
pas uniquement les acteurs des biotechnologies, on va retrouver les acteurs des agro-industries qui ont été moteurs pour porter cette vision de la bioraffinerie, les acteurs du bois pâte à papier, puisque eux aussi, alors d'un côté, on a les agro-industries qui ont des matières premières auxquelles ils essaient de donner une valeur supplémentaire. On a les industriels du bois pâte à papier qui sont face à des marchés en déclin. On a une industrie de la chimie qui cherche à se renouveler et qui est contestée socialement. Et on a les biotechnologies. Donc, cette bioéconomie de la bioraffinerie est beaucoup plus large que la bioéconomie des biotech. Et on va avoir des mécanismes de coopération et de compétition tout au long de la chaîne de valeur, contrairement à la logique des biotech, puisque là, en fait, tous les grands projets de bioraffinerie qui se développent, par exemple, notamment qui vont se développer par un certain nombre, mais on va généralement, dans ces projets-là, avoir un fournisseur de matières premières, une entreprise qui va faire la transformation et une entreprise dans l'aval qui va réussir à utiliser ces produits-là sur des applications, alors je sais pas, ça peut être des sacs en plastique biodégradables, ce genre de choses, par exemple. Vous avez dû remarquer que les sacs de caisse ont changé. Pas les sacs qu'on a dans les supermarchés pour les fruits et légumes ont changé. Vous avez dû remarquer qu'ils ont une texture particulière, c'est qu'ils sont faits à partir d'amidon. C'est-à-dire l'amidon, ce qu'il y a dans les pâtes, c'est ce qui fait que les pâtes collent, ce qu'il y a dans les pommes de terre, etc. etc. Et donc, ce qui s'est passé là, c'est qu'on a une entreprise qui s'appelle Novamont qui a passé un deal au départ avec le gouvernement italien en disant, nous, on redéveloppe des unités de production de chimie en Italie en échange de l'interdiction des sacs de caisse à usage unique non biodégradables. Et donc, comme ça a créé un grand marché pour Novamont, et cette politique a été étendue au niveau européen et au niveau français, pour également en rediscuter tout à l'heure. Donc ça, c'est la logique de la bioéconomie, et donc ensuite, cette stratégie de Novamont, ça a été de s'allier avec des acteurs à la fois en amont et en aval de la chaîne de valeur. Alors, on a une dernière bioéconomie, qui est la bioéconomie écologique. Et là, on va parler beaucoup plus de soutenabilité. Donc là, en fait, ici, c'est Nicolas Georgescu-Roegen, qui est un grand économiste, qui a changé le sens du terme bioéconomie, qui était en anglais bioeconomics. En fait, c'est un terme qui s'est développé dans les années 20, bioéconomie, et qui décrivait l'économie des ressources naturelles, et principalement donc d'économie de la chasse et beaucoup d'économie de la pêche. Et donc, les modèles bioéconomiques de Georgescu-Roegen, lui, il a changé le terme. Il a dit, le développement, c'est autre chose, la bioéconomie, c'est autre chose. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le développement économique, c'est une extension du développement biologique, et il va considérer que l'espèce humaine est une espèce exosomatique. C'est-à-dire que la technologie est une extension du corps biologique, permettant l'extension du champ d'action. Et je pense que là, la conférence que je suis en train de donner est une très bonne illustration, puisqu'en fait, les différentes technologies qui ont été assemblées, donc Internet, les communications, etc., la vidéo, et ainsi de suite, permet en fait d'étendre le champ d'action et en fait, de faire une conférence qui devait se tenir dans votre belle région et de la tenir à distance. D'accord ? Et donc là, on a bien l'illustration de cette extension du corps biologique de l'humanité. Simplement, ça accroît la dépendance à la fois aux objets. Il est très difficile aujourd'hui d'imaginer pouvoir travailler sans ordinateur. Par exemple, faire du travail de recherche aujourd'hui sans accès à Internet, à l'informatique, etc., c'est impossible. Et évidemment, ces objets, il faut les produire, il faut les faire fonctionner, etc. Et donc, ça augmente et ça accroît la dépendance de l'humanité aux sources d'énergie et de matière. Et donc, c'est bien une question qui est posée, en fait, sur quelles sont les consommations qui sont nécessaires, quelles sont comment est-ce qu'on va réussir et dans quelle direction faut-il orienter les flux de matière. Alors, pour donner un autre exemple, le débat sur la 5G. Je pense qu'en fait, dans le fond, le débat sur la 5G a été très mal posé, puisqu'elle a été posée essentiellement sur la question sanitaire. Mais la vraie question sur la 5G, ce n'est pas tellement la question sanitaire, c'est la question énergétique. Par exemple, en Chine, les réseaux 5G sont coupés régulièrement parce que ça consomme énormément d'énergie. C'est-à-dire qu'on prend en fait une ressource rare, l'énergie, et on l'envoie simplement pour accélérer les transferts de données entre smartphones, etc. Ce qui fait que ça accroît encore plus la dépendance de l'humanité aux sources d'énergie et de matière. Alors, tout à l'heure, sur la bioéconomie des biotechnologies, je vous ai montré qu'on avait des cycles de croissance. Georgescu-Roegen, lui aussi, voit des cycles, mais il voit des cycles de beaucoup plus long terme. Et lui, il parle de cycles prométhéens, de trajectoires prométhéennes liées à des technologies prométhéennes. Chez Georgescu-Roegen, une technologie prométhéenne, c'est une technologie qui libère l'accès à un grand nombre d'autres technologies. Pour lui, la première technologie prométhéenne, c'est le feu, d'accord, au néolithique, qui a en fait généré tout un cycle de développement jusqu'à Prométhée 2, c'est-à-dire la révolution thermo-industrielle. C'est bien parce qu'on maîtrise le feu qu'on arrive en fait à maîtriser la vapeur.
Et ensuite, ce que nous dit Georgescu Roegen, c'est que la révolution thermo-industrielle, en fait, génère une société polluante. Il a participé au rapport du Club de Rome, etc. Et il nous dit, on a un problème. Si on continue à se développer comme ça, puisqu'on avait déjà les effets de la pollution, etc., on court à la catastrophe. Et il nous dit, il va nous falloir Prométhée 3. Si on n'a pas Prométhée 3, on va dans 3 directions. Si on continue comme ça, il y a de très fortes chances qu'on aille au désastre, au collapse, etc. Et il va nous dire, il va falloir attendre Prométhée 3. D'accord ? Et Prométhée 3, ça devrait être une technologie propre, une technologie prométhéenne, d'accord ? Donc qui libère l'accès à une source d'énergie. Et pour lui, c'est essentiellement l'énergie solaire. Et en attendant, il va expliquer qu'il va falloir faire décroître, d'accord ? Donc en fait, c'est un des premiers penseurs de la décroissance. Et donc il va expliquer qu'il va falloir faire décroître l'utilisation d'un certain nombre de flux de matière pour réussir à organiser l'équilibre entre les systèmes sociaux et la biosphère, au risque, sinon, d'aller au désastre. Donc, ce que Georgescu Roegen va nous expliquer, c'est qu'il faut une nouvelle éthique qui va être orientée par la logique du suffisant et pas la logique du toujours plus. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est suffisant pour que l'on réussisse à se développer. Et il va nous dire que le premier commandement de la bioéconomie, donc là, je vous traduis la citation ici de Georgescu Roegen en 78, c'est essayer de remplacer l'énergie fossile par l'énergie solaire à chaque fois que c'est possible. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est pas uniquement, il nous parle pas uniquement de panneaux solaires. En fait, il nous explique que la vraie énergie, c'est celle qui doit être renouvelable, donc c'est essentiellement la biomasse. Et un collègue a retrouvé un texte où Georgescu Roegen parle d'un nouvel âge du bois, puisqu'en fait, c'est le bois, la biomasse, etc., transforment directement l'énergie solaire. Et donc, évidemment, ça pose la question des modèles agricoles et de l'usage de l'espace. C'est-à-dire, est-ce que les sols autour des villes sont des supermarchés enfin, des grandes surfaces et des parkings en devenir? Ou alors, est-ce que c'est des ressources rares qui doivent être préservées, puisqu'elles permettent de produire de la biomasse qui doit servir à la fois à l'alimentation et à produire des biens suffisants et nécessaires à la vie humaine, c'est-à-dire se loger, se nourrir, s'habiller, etc., la culture, et ainsi de suite. Donc, en fait, ça, c'est nos 3 formes de bioéconomie qui vont poser des questions et vous comprenez bien, en fait, qu'elles se déploient à des niveaux différents et qu'elles envisagent des modèles de développement complètement différents. On a un premier modèle qui nous parle, lui, de croissance. On a un second modèle qui parle essentiellement de croissance verte, où on peut s'interroger sur sa capacité ou non à générer du changement. Puisque, par exemple, on est en train de faire une étude où on s'aperçoit que les plastiques biosourcés sont censés se substituer aux plastiques pétrosourcés, sauf qu'en fait, on a une croissance de l'utilisation des plastiques pétrosourcés et une croissance de l'utilisation des plastiques biosourcés. Auquel cas, en fait, on a juste une croissance de la production et il n'y a pas du tout ce mouvement de substitution, ce qui est quand même inquiétant. Et en fait, on a une troisième bioéconomie écologique, qui pose la question de la taille nécessaire des économies et des systèmes productifs pour que ces systèmes productifs permettent la vie humaine et permettent de respecter le seul écosystème permettant la vie humaine. J'en arrive à ma conclusion, qui est en fait sur quelle direction et quel type de politique pour développer la bioéconomie. Si on fait le choix de développer une bioéconomie, puisque vous avez compris qu'il y a quand même une cohérence de ces modèles, et qu'en fonction des types de bioéconomie qu'on va vouloir développer, il ne faudra pas utiliser les mêmes mesures. Alors, il y en a une qui a été très développée, c'est la bioéconomie des biotech. Si on souhaite la pousser plus loin, il va falloir organiser le soutien à la R&D, à l'industrialisation de la biologie, puisque industrialiser, ça coûte extrêmement cher et c'est très risqué. Il faut soutenir le développement et les formations en biotechnologie et soutenir les firmes qui adoptent des procédés biotechnologiques. Alors ça, c'est très facile à faire. Il suffit de dire, par exemple, si vous êtes adopté, on pourrait imaginer, à un moment, il y avait une politique, adopter un doctorant, adopter un apprenti. Là, ça pourrait être adopter un procédé biotechnologique et puis vous avez des crédits d'impôt, tout ce que vous voulez. Et on peut aussi organiser des marchés multifaces dédiés aux biotechnologies, un peu comme Amazon, où là, vous auriez facilement des fournisseurs de biotech. Et il faut un soutien aux technologies à maturité faible, et donc des technologies qui vont faire des promesses de rupture technologique, qui ne sont pas encore prouvées, mais qui vont faire des promesses. Et évidemment, donc là, ça n'apparaît pas, mais dans ce cas, ça supposerait de lever les interdictions sur les OGM, avec toutes les questions que ça peut poser.
Ensuite, vous avez, si l'idée c'est de développer la bioéconomie de la bioraffinerie, il va falloir des programmes de recherche pluridisciplinaires. Puisque ce qui se passe, c'est qu'en fait, la chimie toute seule, l'agronomie toute seule, la biologie toute seule n'a pas et n'ont pas toutes les connaissances nécessaires. Il faut ces programmes de recherche pluridisciplinaires. Par exemple, un des cas emblématiques, là, c'est le développement du PLA, donc c'est le grand plastique biodégradable, dont on pourra discuter après si vous le souhaitez, a été développé en fait par, enfin, son accélération s'est faite entre 92 et 93 par le mélange de connaissances traditionnelles en chimie, c'est-à-dire de l'ouverture de cycle, avec des connaissances relativement traditionnelles en biotechnologie, c'est-à-dire de la fermentation. L'idée, ça va être aussi de préserver la diversité des niches technologiques, parce que comme je vous l'ai expliqué, il y a plusieurs types de technologies, plusieurs types de biomasse, etc. Et on ne sait pas a priori laquelle sera soutenable. On sait simplement qu'il y en a un certain nombre qui ne sont pas soutenables, mais on ne sait pas lesquels sont soutenables. Il faut du développement de marché, donc ça peut être par des achats publics, c'est-à-dire que les collectivités locales peuvent décider de dire, bah, nous, on privilégie les produits biosourcés, ce qui suppose d'avoir des labels. Donc pour ça, il suffit d'évaluer le contenu en carbone. Donc ça, c'est relativement facile à faire. Vous avez deux façons. La façon américaine de le faire, c'est d'évaluer l'âge du carbone, puisque le pétrole, c'est jamais du végétal qui a été raffiné pendant des milliers d'années. Et le végétal, c'est du carbone jeune. D'accord? Donc, vous utilisez du carbone 14 et en fonction de l'âge du carbone, bah, vous savez quel est l'âge, si c'est un produit biosourcé ou non. Sauf qu'il y a un problème, c'est que ça conduit à évaluer la biomasse uniquement par rapport à son contenu en carbone, et l'agriculture européenne a été très vive sur ce sujet et a considéré que la biomasse, ce n'est pas que du carbone, c'est aussi de l'hydrogène, il y a de l'eau, etc. Donc il y a d'autres méthodes qui ont été développées en Europe. Donc, ça suppose d'avoir des labels de qualité. Vous pouvez voir des fois maintenant sur certains produits partiellement biosourcés, etc. Et en soutien aux produits à forte valeur ajoutée qui peuvent permettre de tirer la rentabilité des bioraffineries. Il faut un soutien aux démonstrateurs industriels, c'est-à-dire on peut avoir des procédés excellents en laboratoire, mais qui marchent très mal et qui généralement marchent très mal à l'échelle de l'usine. Notamment puisqu'on est dans des logiques de substitution. Donc votre nouveau procédé, qui est tout nouveau, il vient concurrencer des procédés qui ont été optimisés pendant des dizaines et des dizaines d'années. Donc évidemment qu'au départ, ça ne marchera pas. Et donc, il faut réussir à organiser des espaces protégés du marché, ou sinon, en fait, le produit serait complètement chassé, qui vont permettre en fait, de faire monter en productivité, de faire adopter ce produit. Et là, dans ce cas-là, on aurait des indicateurs qui seraient essentiellement tournés vers les performances économiques de la bioéconomie avec un peu d'analyse de cycle de vie. Et enfin, si on veut développer la bioéconomie écologique, celle qui est le moins développée aujourd'hui, il faut déjà diriger le soutien, conditionner les soutiens à des organisations soutenables innovantes, d'accord, en utilisant des critères environnementaux, c'est-à-dire est-ce que les produits développés s'inscrivent ou non dans un paradigme productiviste. Il faut que les formations pluridisciplinaires soient pas uniquement orientées vers l'utilisation de ressources renouvelables, mais vers l'utilisation soutenable de ressources renouvelables, puisque une papeterie, c'est de l'utilisation de ressources renouvelables, du bois, sauf qu'une papeterie, c'est particulièrement sale. Et on peut, au lieu d'avoir simplement des labels de soutenabilité, comme le label bio, par exemple, on peut avoir des labels d'insoutenabilité. Puisque ce qui se passe sur le label bio, par exemple, c'est que votre agriculteur qui veut passer en bio, c'est à lui de payer le label, et il paye pour prouver qu'il fait des productions qui ne sont pas dangereuses pour la santé humaine et pour l'environnement. D'accord ? Et alors, on pourrait très bien imaginer l'inverse, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas en conversion, d'accord, si vous refusez d'être en conversion, soit en bio, mais ça marche pour l'industrie de la chimie, etc., on vous met un label, attention, produit toxique, et je peux vous assurer que les consommateurs, à mon avis, au supermarché, feront très vite le tri. Et les fonds récoltés ainsi pourraient alimenter un fonds qui permettrait de financer la transition, la reconversion, etc. Puisqu'il va y avoir un grand sujet dans la transition, ça va être la reconversion professionnelle de tous les secteurs qui vont devoir être fermés, comme le charbon, etc. Et en fait, ça va être un vrai sujet. Il faut des programmes publics d'achat pour des produits biosourcés soutenables, là encore, c'est-à-dire il ne suffit pas de dire on achète des produits biosourcés, il faut que ces produits biosourcés soient produits dans des conditions soutenables. Par exemple, faire venir, comme ça se fait à Rotterdam, du blé ou du soja qui a poussé au Brésil sur les terres brûlées amazoniennes, je ne suis pas sûr qu'on soit dans une économie soutenable. Par ailleurs, c'est ce qui se fait dans la région Grand Est, il y a des politiques d'utilisation de carburants produits dans la région pour les transports collectifs, où là, on va utiliser les biocarburants pour faire du transport collectif. Le soutien aux démonstrateurs industriels qui, là aussi, visent des productions soutenables, et évidemment un soutien à la production soutenable
de biomasse, ce qui pose la question de l'articulation de l'agriculture avec la bioéconomie, ce qui est en fait, et ça c'est une question toute nouvelle qu'on vient simplement qu'on est en train de traiter, mais qu'on vient de mettre à l'agenda de la chaire. Donc, si je pourrais vous en parler, je peux déjà un petit peu vous en parler, mais je pourrais vous en parler dans quelques années. Ce sera peut-être l'occasion d'une nouvelle conférence. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, simplement, la chaire est membre du Centre européen de biotechnologie et de bioéconomie, qui est un centre de recherche pluridisciplinaire qui regroupe AgroParisTech, l'Université de Reims Champagne-Ardenne et Centrale Supélec et Neoma, où il y a 3 équipes en sciences de la nature, et nous, on est l'équipe de recherche en sciences sociales, et la chaire est soutenue par la communauté urbaine du Grand Reims, la fondation du site Paris-Reims, la CCI Mardan-Champagne et la région Grand Est. Voilà, je vous remercie.